Les photos nous offrent un récit généralement fidèle des événements historiques qui auraient pu être oubliés autrement. Bien qu'elles soient souvent utilisées pour résoudre des crimes, documenter des découvertes et nous aider à chérir les moments précieux de notre vie. Mais dans certains cas, les photos cachent des histoires qui ne sont pas immédiatement apparentes. Et ce n'est que lorsque le contexte complet de l'image est expliqué qu'il devient clair que quelque chose de plus sinistre se passait à ce moment précis. Numéro 10. En 1910, Robert Falcon Scott s'était déjà fait un nom en tant qu'explorateur célèbre. Il était connu pour avoir été le chef de l'expédition nationale antarctique qui a duré 3 ans et s'est terminée en 1904, au cours de laquelle de nombreuses découvertes importantes ont été faites. Ces aventures ont attiré l'attention du public, mais Scott avait en tête une expédition bien plus dangereuse pour son prochain voyage. Il était fermement décidé à atteindre le pôle Sud, après avoir appris que Sir Ernest Shackleton s'était approché à moins de 97 miles du pôle avant que lui et son équipe ne soient forcés de rebrousser chemin. Il a commencé à planifier son expédition et était certain qu'il serait celui qui atteindrait le pôle en l'honneur de la Grande-Bretagne. En 1908, il avait atteint le grade de capitaine dans la marine britannique et il a commencé à récolter des fonds pour son expédition prévue. Le gouvernement britannique lui a accordé 20 000 livres et il a également reçu des fonds de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de plusieurs donateurs privés. Il avait atteint son objectif de 40 000 livres et rassemblé un équipage composé de scientifiques renommés qui devaient l'accompagner. Leur navire, le Terra Nova, était prêt. Et le 1er juin 1910, l'expédition partit pour le pôle Sud sans Scott, qui se rendit d'abord en Afrique du Sud. Le 2 septembre, il monta à bord du Terra Nova au Cap. Mais il avait appris qu'il n'était pas le seul à se diriger vers le pôle. L'explorateur norvégien Roald Amundsen avait commencé son voyage vers le pôle et la course était lancée pour voir qui le découvrirait en premier. Il décida de garder cette information secrète au reste de son équipage. Et le 29 novembre, ils partirent de Lyttelton, en Nouvelle-Zélande. Le navire était bien approvisionné en nourriture, en équipement et en autres fournitures. Et en janvier 1911, ils atteignirent le Cap Crozier et l'Antarctique. Le 4 janvier, ils commencèrent à installer le camp au Cap Evans et se préparèrent à passer cet hiver dans des conditions glaciales. Au 3 février, ils avaient exploré une grande partie de la région. Et lorsque le printemps arriva enfin, le groupe se mit en route vers le pôle Sud. Pour la dernière étape du voyage, Scott décida qu'il serait accompagné par Edward Wilson, Lawrence Oates, Edgar Evans et Henry Bowers. Ils ont bravé les conditions difficiles pendant 2 semaines, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le pôle, le 17 janvier 1912. Mais leurs espoirs furent anéantis lorsqu'ils tombèrent sur une petite tente laissée par l'expédition d'Amundsen. Une photo prise peu après cette découverte montre la déception sur le visage des hommes lorsqu'ils réalisèrent qu'ils avaient été devancés de 35 jours. Evans et Oates ont tous deux perdu la vie lors du voyage de retour vers leur camp. Et Scott, Wilson et Bowers ont perdu la leur à cause des intempéries peu de temps après. Numéro 9. Cette photo a été prise en août 1935 et elle montre 2 amis, Wiley Post et Will Rogers, alors qu'ils vérifiaient leur avion Lockheed avant de partir pour un voyage qui aurait dû être le plus grand de leur vie. Post était considéré comme l'un des plus grands pilotes américains de son époque, puisqu'il avait réussi avec Harold Gatty, un pilote australien, à faire le tour du monde seulement 4 ans plus tôt. En 1933, Post a répété cet exploit seul, devenant ainsi le premier homme à faire le tour du monde 2 fois. Il décida de retirer son avion, qui s'appelait le Winnie Mae, puis acheta des pièces provenant de 2 avions endommagés pour construire un nouvel appareil. Quant à Roger, il est devenu un nom connu dans toute l'Amérique, puisqu'il était une célèbre star de cinéma, humoriste et chroniqueur. Il a joué dans des spectacles du Far West à travers le monde, et en 1934, il a été élu l'acteur le plus populaire de toute l'Amérique. L'année suivante, les 2 amis ont décidé de faire le tour du monde ensemble, et ils sont arrivés à l'aéroport de Renton, où un ensemble de flotteurs devait être installé sur leur avion. Mais les pièces ne sont pas arrivées à temps, et ils ont donc opté pour un autre ensemble de flotteurs, beaucoup plus lourd. Le 5 août 1935, l'avion était prêt. Et 2 jours plus tard, les 2 hommes ont commencé leur vol, avec comme première escale Juneau, en Alaska. Le 9 août, ils sont partis pour Aklavik, au Canada, et le 15, ils étaient en route vers Point Barrow, après avoir quitté Fairbanks. Le duo a été aperçu par des chasseurs esquimaux à Walakpi, qui leur ont donné des indications pour rejoindre Point Barrow avant qu'ils ne repartent. Il a été noté qu'avant le décollage, Rogers a passé un certain temps à discuter avec les chasseurs, tandis que Post effectuait quelques réglages sur le moteur de l'avion. Mais on ignore si cela a un lien avec ce qui s'est passé ensuite. L'avion a parcouru une courte distance sur la rivière,
avant de monter brusquement dans le ciel. Post a entamé la montée alors qu'il était encore en train de prendre de l'altitude, et après avoir grimpé d'environ 15 mètres, l'avion a semblé rencontrer un problème. L'un des moteurs est tombé en panne, et à cause de la décélération soudaine, une des ailes a commencé à traîner dans l'eau. Selon les témoins, l'avion s'est retourné avant de s'écraser à nouveau dans la rivière, avec les 2 hommes toujours à bord. Les 2 hommes ont perdu la vie sur le coup, et l'enquête qui a suivi s'est interrogée sur la responsabilité de l'utilisation de pièces d'avion anciennes, ainsi que sur le fait que l'appareil utilisait des flotteurs trop lourds pour que l'appareil puisse les porter. Il a également été suggéré que le carburateur de l'avion avait givré et que cela avait provoqué la panne du moteur. L'avion a finalement été récupéré et de nombreuses pièces, ainsi que certains effets personnels de Post, sont exposés au Musée national de l'air et de l'espace du Smithsonian à Washington, D.C. Bien que leur vol ait été tragiquement infructueux, on se souvient des 2 hommes pour leur esprit libre et leur volonté de repousser les limites de l'aviation de leur vivant. Numéro 8. L'image d'une rose évoque généralement la romance, l'amitié et la fantaisie dans des circonstances normales. Mais cette image, prise en 2013, donne une toute autre impression, puisque la rose en question est passée à travers un rouleau de fil barbelé. À cette époque, des manifestations antigouvernementales avaient lieu à Bangkok, en Thaïlande, car plusieurs groupes réclamaient la démission de la première ministre du pays, Yingluck Shinawatra. Cela a été provoqué par l'adoption d'une loi d'amnistie controversée, qui permettrait à des hommes politiques précédemment inculpés de voir leur condamnation effacée. Cela a entraîné la crainte des groupes antigouvernementaux et du public que l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, qui avait été exilé, pourrait revenir dans le pays sans avoir à faire face aux accusations de corruption portées contre lui. Thaksin avait été exilé depuis 2006, lorsque le coup d'État militaire l'a évincé, et on pensait que la nouvelle loi d'amnistie, qui avait été adoptée par sa sœur, Yingluck, avait été proposée uniquement pour garantir son retour dans le pays et peut-être au pouvoir. Lorsque les manifestations ont commencé, des demandes ont été faites pour qu'un conseil non élu soit instauré afin de remplacer le gouvernement élu de l'époque. Les manifestations étaient dirigées par le politicien Suthep Thaksin, contre qui un mandat d'arrêt a été émis le 2 décembre 2013. Les principales manifestations ont eu lieu au Monument de la démocratie, au ministère des Finances et au complexe gouvernemental de Chang Watthana, avec jusqu'à 22 000 personnes présentes sur les 3 sites au total. Plusieurs autres sites ont également été paralysés par les manifestants, notamment le siège de la police royale thaïlandaise et les bureaux du bureau de la police métropolitaine. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés contre les manifestants à l'intersection de Nang Leng après qu'ils ont tenté à plusieurs reprises d'entrer dans les zones sécurisées autour du pont Horatai. À 21h30, ce soir-là, Suthep a prononcé un discours au complexe gouvernemental Watthana, au cours duquel il a déclaré que le gouvernement thaïlandais n'était plus en mesure de diriger le pays efficacement et que les forces armées se tiendraient aux côtés des manifestants au cas où l'usage de la force serait nécessaire. Il a également appelé à la restructuration de la police royale, qu'il affirmait ne plus servir le public depuis un certain temps. Suite à cela, les manifestants ont pris le contrôle du bureau de la police métropolitaine le 3 décembre, sans recourir à la violence. La police avait décidé que résister dans cette affaire ne ferait qu'aggraver la situation déjà tendue dans le pays, et a donc retiré ses barricades pour laisser entrer les manifestants. Les groupes ont ensuite été invités à se rassembler sur les 3 principaux sites de manifestation afin que des opérations de nettoyage puissent être effectuées en prévision de l'anniversaire du roi, qui avait lieu le 5 décembre. Plus tard dans la même journée, le gouvernement a annoncé qu'il tiendrait des discussions avec les chefs de la manifestation dans l'espoir de trouver un terrain d'entente afin que la tension puisse enfin prendre fin. Mais Suthep a exigé que le régime de Thaksin soit complètement démantelé. La photo en question a été prise aux barricades qui avaient été installées devant les bâtiments du ministère de la Défense, et l'on pouvait voir des manifestants offrir des fleurs aux soldats thaïlandais dans l'espoir d'éviter la violence. Finalement, Yingluck a été déchu de son titre de Premier ministre par la Cour constitutionnelle de Thaïlande, ainsi que plusieurs ministres qui avaient abusé de leur pouvoir. La loi martiale a été déclarée par l'armée royale thaïlandaise en mai 2014, et la constitution a été suspendue pendant plusieurs années, alors que le pays restait sous régime militaire. Numéro 7. L'histoire de la médecine est un sujet intéressant qui pourrait occuper n'importe qui pendant des heures. Alors que nous découvrons les croyances et pratiques étranges qui étaient la norme, à une époque où le corps humain et ses maladies étaient encore explorés par la science. Au cours de la fin des années 1870, l'hôpital de la Salpêtrière, situé à Paris, en France, a été le lieu de nombreuses expériences et études médicales. Dans l'espoir que les médecins et les scientifiques puissent mieux comprendre les affections qui touchaient les patients de l'institution à cette époque.
Beaucoup de personnes étaient amenées à l'hôpital avec des problèmes qui étaient mal compris à l'époque. Et par conséquent, les traitements appropriés pour ces affections n'existaient pas encore. Un bon exemple de cela était l'hystérie, qui selon les journaux médicaux de l'époque, était une affection principalement ressentie par les patientes, mais personne ne comprenait ce qui en était la cause. En 1878, Jean-Martin Charcot, un neurologue à la Salpêtrière, a décidé d'étudier la maladie de plus près en utilisant la photographie. Et il a demandé au photographe Albert Long de l'aider. Un magazine appelé La Nature a publié un article en 1883 dans lequel il présentait un nouvel appareil photo inventé par Long. Ces nouvelles méthodes ont permis de photographier les mouvements musculaires de ses patients grâce à l'utilisation de 9 objectifs différents et de l'énergie électromagnétique. Long avait installé un métronome qui l'aiderait à cadencer les prises de vue qu'il effectuait à intervalles très rapprochés, et les photos seraient ensuite imprimées sur des plaques de verre. Et plus tard, il construirait un appareil photo encore plus élaboré, avec 12 objectifs, ce qui permettait de prendre des photos encore plus rapidement, ce qui permettait de réaliser des recherches encore plus approfondies. Une série de 3 images se distingue des autres, car elle montre une patiente souffrant d'hystérie en train de bâiller. Cela peut sembler insignifiant, mais il convient de noter que grâce à son état, elle bâillait en moyenne 7 fois par minute, ce qui aurait été épuisant en considérant le fait qu'elle bâillait entre 420 et 500 fois chaque heure. D'autres images montrent des femmes qui étaient complètement catatoniques à cause de ce qu'on pensait être de l'hystérie. D'autres souffraient d'évanouissement, d'anxiété, d'essoufflement, d'irritabilité et de ce qu'on décrivait comme un désir de semer le trouble. Tout cela étant à tort attribué à l'hystérie féminine. On croyait que l'hystérie était exclusive aux femmes, puisqu'on pensait qu'elle était causée par un utérus déplacé ou errant, ce qui semble ridicule aujourd'hui, mais était une idée largement répandue à l'époque. C'est uniquement grâce aux recherches de Charcot et de Long que ces symptômes ont été étudiés de plus près et qu'on a finalement découvert qu'ils étaient causés par une variété de problèmes et n'étaient en aucun cas liés à l'hystérie. Charcot a finalement constaté que la véritable hystérie était causée par un traumatisme, non seulement chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Grâce à l'utilisation de la photographie et à la volonté de garder l'esprit ouvert, de nombreuses femmes de la Salpêtrière ont reçu les soins appropriés dont elles avaient besoin après des années de mauvais diagnostics. Numéro 6. Habituellement, quand les infos parlent d'un braquage, il s'agit de criminels ayant cambriolé une banque, une bijouterie ou un autre établissement haut de gamme. Mais ce n'était pas le cas avec un braquage étrange qui a eu lieu à Birmingham, en Angleterre, en 2022. Des images fixes du 23 août de cette année-là ont été rendues publiques, dans l'espoir que les coupables soient reconnus et retrouvés. Mais à ce jour, ils n'ont jamais été arrêtés et l'affaire reste non résolue. L'établissement en question était un grand entrepôt où étaient stockées des machines à café haut de gamme. Chacune de ces machines valait entre 5 000 et 6 800 $. Et on ignore toujours comment les cambrioleurs ont appris qu'elles étaient stockées là. L'incident s'est produit vers minuit, le 23 août de cette année-là, lorsque le groupe d'hommes est arrivé dans la zone industrielle de Birch Road East, à Birmingham, dans un grand camion, ce qui suggère qu'ils avaient planifié le braquage bien à l'avance. Il sera révélé plus tard que le camion avait été volé à une entreprise de literie, et donc les coupables ne pouvaient pas être retrouvés grâce au numéro de plaque d'immatriculation du camion. Ensuite, les hommes ont commencé à charger les machines à café et les moulins dans le camion, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne manque de place. Un deuxième camion est alors arrivé, et ils ont poursuivi leur raid jusqu'à ce que l'un des voleurs soit à bout de force. Sur une photo, on peut le voir debout, dans la benne du deuxième camion, ayant retiré son masque, et il semble ne pas être perturbé par le fait que son visage soit enregistré par les caméras de vidéosurveillance. De façon assez incroyable, il n'a jamais été identifié, malgré la diffusion de son image par les médias. Le lendemain matin, lorsque le propriétaire de l'entrepôt, Frank Maxwell, âgé de 87 ans, est arrivé sur les lieux, il a été choqué de le trouver presque entièrement vidé. Et en visionnant les images de vidéosurveillance, il a été écœuré par ce qu'il a vu. Sa première pensée a été de se demander comment lui et son équipe allaient remplacer toutes les machines et moulins précieux qui avaient été volés, puisque le coût de fabrication des composants à l'intérieur des machines avait considérablement augmenté au cours des dernières années. En fait, le processus de fabrication de certains des composants avait augmenté de 5 fois, et donc Frank ferait face à une perte financière sérieuse s'il devait remplacer les machines manquantes à ses propres frais. Pour aggraver les choses, les 60 personnes employées par Frank faisaient toutes face à des difficultés financières à cause du vol. Et il était complètement désemparé. Frank a estimé qu'environ 300 000 livres sterling de marchandises avaient été volées. Mais une estimation ultérieure a rapproché ce chiffre d'1 million. Le braquage entier a pris environ 2 heures aux 4 hommes pour être mené à bien, après quoi ils sont partis dans les camions avec la marchandise volée en leur possession. On suppose que les braqueurs connaissaient bien la région,
Mais malgré cela, personne n'a jamais fourni d'indices. Un porte-parole de la police a déclaré à l'époque qu'une analyse médico-légale était en cours dans l'entrepôt. Mais il a ensuite été annoncé qu'aucun indice supplémentaire n'avait été trouvé et qu'aucun suspect n'avait été identifié. La police de Birmingham a demandé à toute personne disposant d'informations supplémentaires d'appeler le 101 en mentionnant le numéro de dossier 449 du 24 août, numéro 5. Lorsqu'une personne non identifiée, généralement appelée Jane Doe ou John Doe, est retrouvée par la police, ils font tout leur possible pour contacter la famille de la personne. Et cela se fait généralement en diffusant des photos par le biais des médias. Mais il est remarquable de constater combien de personnes non identifiées ne retrouvent jamais leurs proches, malgré toutes ces démarches. Dans le cas de Tommy Nazeri, ses efforts ont finalement porté leurs fruits lorsqu'il a retrouvé ses proches en 2024. Il sera révélé plus tard que Tommy aurait pu être identifié bien plus tôt, puisqu'il avait été identifié comme un délinquant, mais pour des raisons inconnues, la police a négligé de prendre ses empreintes digitales. Il a été suggéré qu'il avait simplement été peu coopératif à l'époque, et c'est pourquoi il a été inculpé sans que cela ne soit fait. Tommy a disparu en 1999, alors qu'il avait 28 ans. Il voyageait vers Newport, dans l'Oregon, en van, étant parti de Doyle, en Californie, en juillet ou août de cette année-là. Lorsqu'il n'a pas donné de nouvelles à sa famille, celle-ci s'est inquiétée et a signalé sa disparition à la police. Une enquête a été ouverte et les enquêteurs ont recherché le véhicule de Tommy, mais il n'a jamais été retrouvé. Son dossier est rapidement devenu une affaire non résolue et pendant les 5 années suivantes, sa famille est restée dans l'incertitude, sans savoir ce qu'il était devenu. Très vite, ils ont été convaincus qu'il avait soit été victime d'un acte criminel, soit qu'il avait perdu la vie dans un accident. Par conséquent, ils étaient certains que la police finirait par retrouver ses restes un jour, et qu'ils ne pourraient pas trouver de paix tant que cela n'arriverait pas. La condamnation de Tommy, dans le comté de Plumas, a eu lieu 6 ans avant sa disparition. Et il a passé un certain temps en prison. Après sa libération, il a déménagé dans le comté de Lassen, où il s'est fait enregistrer comme délinquant. Mais lorsqu'il a quitté ce comté, il a erré dans différentes régions du pays et ne s'est pas fait enregistrer dans ces régions. On savait qu'il avait passé quelque temps dans l'Oregon, après quoi ses déplacements sont devenus flous. Il a parlé à sa mère au téléphone pour la dernière fois, peu de temps avant sa disparition, puis il a cessé de toucher ses allocations d'invalidité et n'a plus jamais utilisé sa carte médicale. Sa famille avait commencé à perdre espoir de le retrouver un jour, lorsque l'impensable s'est produit. En mai 2024, USA Today a publié un article sur un homme âgé, non-verbal, qui avait été admis dans un hôpital de Los Angeles après avoir été retrouvé assis sur le rebord d'un trottoir, dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse. La sœur de Tommy, Marcella, est tombée sur l'article et a immédiatement su que l'homme sur la photo était son frère. Comme Tommy ne pouvait pas communiquer, il n'a pas pu fournir son identité au personnel de l'hôpital. Marcella a contacté le bureau du shérif du comté de la Seine pour signaler ses soupçons que l'inconnu était en réalité Tommy. Avec ces informations en main, son nom a été saisi dans la base de données de la police et il a finalement été confirmé que Tommy avait été retrouvé après 25 ans de silence. Un détective du comté de Lassen a contacté Marcella pour confirmer ses soupçons. Et Tommy a depuis retrouvé ses proches. Une page GoFundMe a été créée pour aider la famille à faire face aux frais liés à la prise en charge de Tommy, et elle est accessible via le lien dans la description. Numéro 4. Une photo extraite des images de vidéosurveillance montre les derniers déplacements connus de Tiphaine Véron, âgée de 36 ans, qui est portée disparue depuis juillet 2018 et dont on n'a plus eu de nouvelles depuis. Malgré la diffusion de cette image et de plusieurs autres auprès du public, très peu de progrès ont été réalisés dans l'enquête sur sa disparition, et sa famille est désespérée de découvrir ce qui lui est arrivé. En juillet de cette année-là, Tiphaine s'était rendue seule au Japon pour des vacances qu'elle planifiait depuis longtemps. Elle était méticuleuse concernant son itinéraire, ayant détaillé ses trajets prévus, réservé tous ses hébergements bien à l'avance et fourni à sa famille leurs coordonnées pendant son absence. On sait qu'elle est arrivée saine et sauve à Tokyo, après quoi elle s'est rendue à Nikko pour visiter les temples qui s'y trouvent. Le 28 juillet, elle a pris une chambre dans un petit hôtel appelé Turtle Inn. Et comme la région connaissait du mauvais temps à ce moment-là, elle a passé la nuit dans sa chambre. Le lendemain matin, elle a pris son petit déjeuner à l'hôtel et elle a été aperçue en arrière-plan d'une photo prise par un autre client, bien que cette image n'ait pas été rendue publique. C'est la dernière fois que Tiphaine a été vue et ses déplacements après cela restent un mystère. Le gérant de l'auberge a déclaré aux enquêteurs que Tiphaine avait quitté l'hôtel vers 10h du matin ce jour-là. Mais cela a été contesté. Ses relevés téléphoniques ont montré qu'elle consultait des cartes de la région sur son téléphone, alors qu'elle était encore à l'hôtel bien après 10h du matin. Puis son téléphone a soudainement cessé d'émettre. Un fait que les enquêteurs trouvent très suspect.
L'analyse a qualifié cela de très inhabituel, suggérant que son téléphone avait été éteint pour des raisons inconnues. Lorsqu'elle n'a pas réussi à contacter sa famille, Tiffen a été signalée disparue, et une fouille des forêts, rivières et sentiers de randonnée environnants a été effectuée sans succès. Lorsque sa chambre a été vérifiée, toutes ses affaires ont été retrouvées intactes, y compris son passeport, ses bagages et ses effets personnels. Au cours de ces recherches, des milliers de personnes ont fouillé différentes zones de Nikko, et au début, on a supposé qu'il y avait eu un accident le long du sentier. Mais lorsqu'aucune trace de Tiffen n'a été retrouvée, la police a commencé à soupçonner qu'un acte criminel pouvait être en cause. Étant donné les divergences entre la chronologie fournie par le gérant du motel et l'activité sur son téléphone, la famille de Tiffen pense que la police a abandonné son affaire trop rapidement. Et ils ont demandé à plusieurs reprises qu'une enquête plus approfondie soit lancée, mais cela n'a pas été fait à ce jour. Au cours des années qui se sont écoulées, plusieurs zones ont été fouillées à nouveau, dans l'espoir qu'un indice ait été manqué la première fois. Mais Tiffen reste introuvable, et aucune trace de ce qui lui est arrivé n'a été retrouvée. Tout ce que sa famille a, c'est la dernière image d'elle arrivant à la gare de Nikko le 28 juillet de cette année-là. Et son affaire reste non résolue. Numéro 3. Lorsque Andrew Bookless, âgé de 29 ans, a disparu en 1994, sa famille ne l'a pas immédiatement signalé comme disparu, car il était connu pour partir seul, sans les contacter pendant des mois. Mais son affaire prendrait finalement de nombreuses années à être résolue. Andrew est né à Bellport, dans l'État de New York, en 1964. Ses parents, John et Mariana, se sont finalement habitués au fait qu'il resterait sans contact avec sa famille pendant de longues périodes. Mais ils n'avaient pas eu de ses nouvelles depuis 5 ans, en 1999. Mariana a décidé de signaler sa disparition. Son père est décédé en 2004. Et Mariana a perdu la vie en 2004. Sans jamais obtenir de réponse dans l'affaire d'Andrew. Suite à cela, les frères et sœurs d'Andrew ont décidé de le faire légalement déclarer décédé, sans savoir que son affaire prendrait une tournure étrange. À l'insu de sa famille, un homme avait été retrouvé décédé dans le réservoir de Titicus à Somers, dans l'État de New York, en juin 1993. Et les détails entourant l'affaire de cet homme non identifié étaient effectivement étranges. Il a été retrouvé avec un sac à dos sur le dos, et à l'intérieur, les enquêteurs ont découvert environ 17 kilos de pierres qu'il transportait pour des raisons inconnues. On a supposé qu'il était tombé à travers la glace et qu'en raison du poids des pierres, il n'avait pas pu remonter à la surface. L'homme n'avait aucun papier d'identité sur lui, mais en fouillant ses vêtements, la police a trouvé une vieille photo en noir et blanc qui avait été prise dans les années 50 ou 60. Elle montrait un homme âgé tenant un bébé dans ses bras, debout devant un bâtiment inconnu. On a supposé que l'homme retrouvé était le bébé sur la photo et que l'homme âgé était son grand-père. Mais il n'avait aucun moyen de prouver cette théorie. Il n'a pas non plus été possible de déterminer si l'homme était simplement tombé à travers la glace ou s'il avait été victime d'un acte criminel. Lorsque personne ne s'est manifesté pour identifier le corps qui avait été retiré de ce réservoir, l'affaire est restée sans suite, bien que les autorités pensaient que la photo en question avait été prise quelque part dans le Massachusetts. Les dossiers dentaires de l'homme ont été enregistrés dans la base de données nationale dans l'espoir qu'il serait finalement signalé comme disparu. Mais au fil des années, aucune correspondance n'a jamais été trouvée. La vieille photo a été diffusée dans les régions du comté de Berkshire et de New York en 2008, et enfin des progrès ont été réalisés dans l'affaire. Terry Yakubovich, un enseignant à la retraite, a aperçu la photo dans le journal Daily Bugle et a immédiatement reconnu le bâtiment en arrière-plan comme étant l'ancien auditorium de l'église catholique romaine Marie Immaculée à Bellport. Elle a contacté Donald Mullins, un policier à la retraite et ami, et Mullins s'est rendu dans le bâtiment en question et a signalé que l'auditorium avait depuis été démoli, ne laissant derrière lui qu'un terrain résidentiel vide. Il a toutefois refusé d'abandonner, et en parcourant les actes de propriété, il a découvert que la famille Bookless avait vécu dans une maison sur le terrain avant qu'elle ne soit détruite par un incendie. Grâce à ces dossiers dentaires, la police a pu identifier l'homme inconnu comme étant Andrew Bookless, et ses frères et sœurs encore en vie ont été informés. Sa famille a depuis trouvé la paix qu'elle recherchait depuis tant d'années. Tout cela grâce à une photo précieuse qu'Andrew gardait dans un cadre en verre près de son cœur. Numéro 2. Cette photo montre un mari et une femme, Mikhail et Elena Popkov, et elle semble être une photo innocente comme les autres. Mais ce n'est pas le cas. À l'insu d'Elena, Mikhail était un dangereux tueur en série qui, à l'époque, sévissait en Sibérie depuis de nombreuses années. Et il lui faudrait beaucoup de temps pour accepter cette réalité. Mikhail est né en Russie en mai 1964. Et il a passé la majeure partie de son enfance dans la région d'Irkoutsk. À l'âge adulte, il a servi comme policier dans la même région pendant un certain temps, avant de commencer à travailler comme agent de sécurité à la compagnie pétrolière et chimique d'Angarsk.
Il avait également effectué des travaux de sécurité pour une entreprise privée, pendant qu'Elena s'occupait de leur fille, Ekaterina. En 1992, Mikhail a commencé à ressentir une haine intense envers les travailleuses du sexe et d'autres femmes de la région. Et il a décidé d'agir. Il estimait que les rues et d'autres endroits de la région devaient être purifiés de leur présence. Alors il a commencé à élaborer un plan néfaste qui le conduirait finalement à être jugé comme un tueur en série. Il déclarera plus tard qu'il était guidé par ses convictions intérieures, et en 1992, il a mis fin à la vie de sa première victime. Un psychologue suggérera plus tard que son comportement était influencé par le fait qu'il avait grandi avec une mère alcoolique et violente, ce qui a ancré sa haine envers les femmes dès son plus jeune âge. Mikhail, cependant, déclarera qu'il avait commis ses crimes après avoir découvert qu'Elena lui avait été infidèle, bien que cela se soit révélé faux par la suite. Il a commencé à cibler toutes les femmes qu'il considérait comme immorales, ce qui pouvait être aussi simple que d'aller à une fête sans être accompagné d'un homme. Il s'habillait avec son ancien uniforme de police et cherchait des femmes qui marchaient seules. Il leur proposait alors de les emmener dans sa voiture de police, après quoi il conduisait ses victimes dans un endroit isolé où il mettait fin à leur jour. Très vite, il fut surnommé le loup-garou par les médias, et il continua d'échapper à la capture pendant 19 ans, malgré le fait que certaines de ses victimes survivantes aient donné des descriptions détaillées de son apparence et de son mode opératoire. Finalement, les enquêteurs ont obtenu leur première piste lorsqu'ils ont commencé à remarquer des traces de pneus similaires sur certaines scènes de crime. Elles ont été identifiées comme provenant d'un véhicule tout-terrain, Lada 4x4, souvent utilisé par les policiers de la région. Et ils avaient enfin quelque chose sur quoi travailler. En 2012, 3500 policiers, actuels et anciens, ont été invités à soumettre leur ADN pour des tests, parmi lesquels Mikhail. Son ADN a rapidement été retrouvé sur plusieurs scènes de crime, et il a été placé en garde à vue. À l'issue de son procès, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir ôté la vie à 22 femmes. Mais Elena est restée fermement à ses côtés, affirmant qu'elle refusait de croire qu'il pouvait commettre de tels crimes horribles. Il a finalement avoué avoir ôté la vie à 59 femmes supplémentaires. Et c'est à ce moment-là qu'Elena a compris la vérité. 56 de ces cas ont été confirmés, et Mikhail a écopé d'une seconde peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 1. Cette photo semble montrer un couple posant innocemment pour une photo il y a de nombreuses années. Mais en réalité, elle montre deux criminels très dangereux qui restent parmi les plus connus encore aujourd'hui. Bonnie Parker et Clyde Barrow. Clyde a grandi dans une grande pauvreté à Dallas, au Texas, dans les années 1910. Et à cause de cela, il s'est tourné très tôt vers une vie de crime. Lui et son frère aîné, Buck, volaient des poulets. Mais très vite, Clyde s'est tourné vers des crimes plus graves. Il a commencé à voler des voitures et à les vendre pour de l'argent. Et c'est à cette époque, en 1930, qu'il a rencontré Bonnie dans la cuisine d'un ami. Les deux sont immédiatement tombés amoureux. Mais la loi a rattrapé Clyde et il a été envoyé à la prison d'East Ham pour 2 ans. Après sa libération, il a juré qu'il ne serait plus jamais envoyé en prison. Mais il a aussi promis de se venger de la police et du système qui lui avait fait perdre 2 ans de sa vie en l'emprisonnant. Quelques jours à peine avant sa libération, il a commencé à braquer des stations-service avec un groupe de complices. Lors de l'un de ces braquages, un propriétaire de magasin s'est défendu et a perdu la vie, transformant ainsi le vol en un crime bien plus grave. Clyde a ensuite mis fin à la vie du shérif adjoint Eugene Seymour après que lui et un autre adjoint se soient approchés du gang sur un parking à Stringtown, dans l'Oklahoma. Le gang, dont Bonnie faisait partie, a pris la fuite et a commencé à traverser le pays dans des voitures volées. Clyde était désormais recherché pour avoir mis fin à la vie d'un agent des forces de l'ordre, et c'est pourquoi lui et ses complices changeaient constamment d'endroit pour échapper à la capture. Alors qu'il fuyait une fusillade avec la police, qui a coûté la vie à 2 autres agents, Bonnie a accidentellement laissé son appareil photo et son carnet derrière elle, et des photos du gang ont été rendues publiques. Bien que cela ait été destiné à aider à identifier les criminels, les photos ont eu l'effet inverse, car le public a commencé à soutenir le gang, surtout Bonnie et Clyde, qui étaient perçus comme un couple diabolique s'opposant aux banques, accusés d'être responsables de l'instabilité financière du pays. À un moment donné, la jambe de Bonnie a été blessée par l'explosion d'une batterie de voiture, et Clyde, avec Buck et sa femme, a commencé à braquer davantage de banques pour payer les soins dont elle avait besoin. Un jour, ils se cachaient dans un parc d'attractions abandonné lorsque la police les a retrouvés. Le gang était en train de prendre son petit déjeuner lorsqu'un shérif a annoncé sa présence avec sa bande d'agents de la loi. Et le gang a tenté de s'enfuir. Clyde et Buck ont tous les deux été blessés. Et Buck est décédé de ses blessures quelques jours plus tard, tandis que sa femme blanche a été arrêtée. Le couple circulait sur la route 154 de Louisiane le 23 mai 1934, lorsqu'ils ont aperçu le camion d'un ami garé sur le bord de la route avec une roue manquante. Mais il s'agissait d'une ruse mise en place par Frank Hammer et ses hommes,
qui ont ouvert le feu sur le véhicule, mettant fin à la vie de Bonnie et Clyde et mettant un terme nécessaire à leur série de crimes. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Tariq Knott et on se retrouve dans la prochaine vidéo.